Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez, l'homme court à travers son palais grandiose, qu'il a nommé la Maison d'Or. L'affolement se peint sur ses traits mous, sur son visage affaissé, dans ses petits yeux bleus pâles qui clignotent. Les mèches artificiellement blondies de sa chevelure de même que les poils clairsemés de sa barbe sont collés par la sueur. Sur son cou épais, des veines battent. Sous sa riche tunique brodée d'or, son ventre distendu ballotte. Ses jambes maigrelettes semblent impuissantes à le porter. Le voici maintenant qui descend les 6 marches de marbre menant à son grand salon marin, aux parois couvertes de coquillages et de perles. Il prend pied dans la salle d'eau creusée de 4 bassins de 80 pieds de long, l'étuve, le bain chaud, le tiède, le froid, tout comme dans les thermes. Ses pieds, chaussés de riches cothurnes, laqués d'or et incrustés de pierreries, dérapent sur le bord glissant du bassin. Il hoquette, manque trébucher, doit se retenir à un rideau pourpre qui sépare 2 pièces. Sa voix de faussaire retentit, rebondit dans la cavité des coupoles incrustées de mosaïques chamarrées, se perd dans les profondeurs des plafonds à caissons plaqués de bois exotiques. À la garde. Mes sentinelles, mes serviteurs, mes généraux, où êtes-vous, qu'on vienne? Il n'y a donc plus personne pour obéir à mes ordres? M'a-t-on laissé seul, moi, le plus puissant empereur que la terre ait porté? Mais nul ne répond. Dans la maison d'or, il n'y a plus personne. Le petit homme grassouillet débouche dans les jardins de son immense propriété, qui s'étend entre 2 collines de Rome, du Palatin jusqu'à l'Esquilin. Il fait nuit. Un petit vent qui vient de la mer fait bruisser les arbres et balaie les feuilles mortes dans les allées. Au centre des jardins, une statue colossale se dresse. Elle mesure 120 pieds de haut. Elle représente, nu comme le dieu Mars revenant du combat, un athlète au regard fier, au profil aquilin, à la moue dédaigneuse. Cette statue est celle de Néron, empereur de Rome. En dialecte sabin, Néron signifie « fort ». Mais ce terme n'est plus à l'image du petit homme suant de peur qui galope à travers son palais déserté. Car il s'agit bien de l'empereur lui-même, Néron. Quelle différence entre cette statue gigantesque et l'être falot, abandonné de tous, qui appelle à l'aide avec la voix d'un petit garçon qui ne sait pas où est sa mère. Nous sommes en l'an 68. Néron n'a que 32 ans, son règne en est à sa 14e année. Qu'a-t-il bien pu se passer, entre son couronnement alors qu'il n'était âgé que de 18 ans, et cette soirée vantée du mois de février où il a atteint, sans qu'il le sache encore, le dernier jour de son existence? Néron a pourtant bien débuté dans la vie. Il a le fils d'Agrippine, rare beauté qui était une descendante du grand Auguste, et de l'empereur Claude, à l'époque déjà un vieillard. Claude avait un fils d'une épouse décédée, Britannicus. Qui allait être empereur à la mort de Claude, Néron ou Britannicus? Claude, ce n'était un secret pour personne, préférait le fils de sa chair à son fils adoptif. Mais, à Rome, on n'hésite pas à employer les moyens extrêmes. Agrippine fit empoisonner son mari, tandis que le jeune Néron, de son côté, faisait assassiner Britannicus par un gladiateur. Plus rien ne pouvait s'opposer à ce qu'il monte sur le trône. Et c'est ce qu'il fit. À cette époque, Néron ressemblait assez à la statue monumentale qu'il ferait plus tard sculpter à sa gloire. C'était un adolescent au physique agréable, bien que déjà un peu empâté, un sportif qui n'aimait rien tant que participer aux courses de chars du Colisée, aux rencontres de lutte dans l'amphithéâtre, et même aux combats de gladiateurs, naturellement avec des épées de bois. En outre, Néron se croyait artiste. Sans posséder de talent véritable, on ricanait dans son dos quand il prenait sa lyre, il chantait, composait des odes, des pièces, des poèmes. En somme, Néron, les premières années de son règne, était plutôt aimable, même s'il n'était pas véritablement aimé. Même par sa mère, surtout par sa mère. Car la toujours séduisante et plus que jamais redoutable Agrippine n'avait comploté et assassiné pour asseoir son fils sur le trône que dans l'espoir de gouverner à sa place. Et elle faisait tout pour ça, tout pour troubler, désorienter, agacer le très jeune empereur. Ainsi, elle avait donné, un jour, l'ordre au tribun de la garde impériale d'adopter cette formule en guise de mot de passe: Agrippine est la meilleure des mères. Et lorsque Néron, assis sur son trône impérial, recevait des ambassadeurs ou des princes, elle s'arrangeait toujours pour venir le rejoindre, vêtue d'une robe pourpre, le front ceint d'un diadème royal,
et entouré de sa garde d'honneur. Ce genre de manifestation irrita de façon croissante le jeune empereur. Quand il en faisait la réflexion à sa mère, la terrible Agrippine l'apostrophait ainsi: « Tu me dois tout, mon fils. Puissance, richesse et gloire. Prends garde à ne pas l'oublier. Sinon, tu vas entendre parler de moi. » La menace était à peine voilée. Aussi restait-il plus à Néron qu'une solution, se débarrasser de sa mère par des méthodes ayant fait de tout temps leur preuve. L'occasion se présente alors des fêtes de Minerve, qui avaient lieu sur le port de Baie. La cérémonie terminée, Néron, qui s'était montré d'une extrême attention envers sa mère, la conduisit lui-même au bateau qu'il avait frété tout exprès pour qu'elle puisse regagner sa villa d'Antium. Le temps était doux, la lune pleine, la mer d'huile. Sans méfiance, Agrippine alla s'étendre dans sa cabine tandis que le vaisseau prenait le large. Elle fut tirée de son assoupissement par d'épouvantables craquements. Les cales du bateau avaient été chargées de lourdes masses de plomb, qui avaient fini par en crever la quille. Agrippine, bonne nageuse, réussit à regagner la rive. Mais l'espadassin de Néron l'attendait. Elle sut que son sort était scellé. Alors, désignant le ventre qui avait porté son assassin de fils, elle dit simplement: « Frappez-la. » Quand Néron, prévenu que tout était fini, arriva devant son corps, il eut cette phrase: « Je ne m'étais jamais aperçu avoir une mère aussi belle. » Les méfaits de l'empereur ne s'arrêtèrent pas là. À 20 ans, il avait épousé Octavie, une fille de bonne famille. À 21 ans, il remarqua au sein de sa cour une jeune femme d'une beauté remarquable. Elle se nommait Poppée. Néron fit assassiner Octavie pour épouser Poppée. Mais Poppée était une courtisane, qui reprit vite ses anciennes habitudes, regarder d'autres hommes, et même faire un peu plus que les regarder. Néron la tua lui-même, à coups de pied dans le ventre, alors qu'elle était enceinte. Bien sûr, il restait populaire, à cause des spectacles qu'il donnait aux arènes et au cours desquels ses soldats faisaient pleuvoir sur la foule des gâteaux, des fruits, des confiseries, et parfois des pièces d'or, vidant ainsi le trésor public. Mais cela ne lui suffisait pas. Un empereur tel que moi, aimait-il à dire à ses conseillers, mériterait un palais à sa mesure, plus grand et plus beau que le plus grand et le plus beau des temples grecs. Ce palais devrait se trouver en plein centre de Rome. Mais où le bâtir? La ville est surpeuplée, on n'y trouve que de vilaines maisons en bois et en briques. Quel dommage, quel dommage! Or, dans la soirée du 18 juillet 64, un gigantesque incendie se déclara au cœur de la vieille ville. Il fit rage pendant 6 jours et 7 nuits, couvrant Rome d'un lourd panache de fumée noire. Les bas quartiers de Rome furent entièrement détruits, des milliers de citoyens périrent brûlés ou asphyxiés. Pendant toute la durée de la catastrophe, Néron demeura au sommet d'une tour sur la colline de l'Esquilin, contemplant le feu en composant sur sa lyre un poème dédié à l'incendie de Troie. Voilà enfin venue l'occasion de reconstruire une nouvelle Rome d'or et de marbre, clama l'empereur. La vérité oblige à dire que la seule bâtisse d'or et de marbre qu'on vit s'élever fut le nouveau palais de Néron, la maison d'or, et le peuple ne put compter que sur ses seuls bras pour reconstruire la ville. Même si personne ne sut jamais la vérité, les Romains commencèrent à murmurer qu'il se pouvait bien que l'empereur lui-même fût à l'origine de l'incendie. Il en était bien capable. Pour calmer ses sujets, Néron jugea bon de trouver des coupables, afin de les jeter en pâture à la foule. Pourquoi pas les chrétiens, ainsi que se nommaient les membres de cette nouvelle religion venue de Palestine? Il les fit arrêter en masse, organisa des jeux somptueux, livra les martyrs aux bêtes fauves. Voir des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants qui ne se défendaient pas, dévorés par des tigres et des lions, écrasés par des éléphants et éventrés par des taureaux furieux, calma pendant quelques jours le peuple de Rome. Puis les massacres cédèrent la place aux jeux plus traditionnels. Néron tint à participer lui-même aux courses de chars, comme dans sa jeunesse. Mais il était devenu gros, faible sur ses jambes. Il fit de nombreuses chutes et fut hué. Quand il voulut lutter, il parut si évident que les athlètes le laissaient gagner qu'on le hua plus fort encore. Lorsqu'il se mit à chanter, la foule lui jeta des trognons de pommes et des œufs pourris. L'empereur jugea alors plus prudent de partir en Grèce, où devaient avoir lieu les Jeux d'Olympie. Il y demeura 1 an et demi, remportant toutes les épreuves. Mais on sut rapidement qu'il avait acheté ses adversaires, dépensant jusqu'à la dernière pièce le trésor de Rome. Lorsqu'il regagna son palais, à la nuit tombée, Vintilus, préfet de la garde prétorienne, était seul à l'attendre.
avec de bien mauvaises nouvelles. Tu es resté trop longtemps absent, César. Le proconsul des Gaules, Julius Vindex, s'est révolté et menace de marcher sur Rome. Et on dit que Galba, proconsul d'Espagne, se prépare à faire de même. Mais pourquoi? Pourquoi? Glapit l'empereur en levant les bras au ciel. Tu le sais comme moi. Les soldes n'ont pas été payés depuis des années et les caisses de l'État sont vides. Tu dois réagir, sinon tu risques de perdre ton trône. Mais pourquoi ne suis-je pas apprécié à ma juste valeur? Gémit Néron. Il se frappa la poitrine puis, se ressaisissant, il ordonna au préfet de convoquer pour le lendemain tous ses généraux. Demeuré seul, il alla s'accouder à l'une des fenêtres de son palais. La nuit bruissait de clameurs. Dans les rues, des torches brillaient. Le peuple semblait être au courant de son retour. Devait-il apparaître au balcon et se faire acclamer? En écoutant d'une oreille plus attentive les paroles qui montaient de la ville, Néron entendit, assez chanter, « César, tu vas danser, maintenant, finis les épreuves de char, c'est à pied que tu vas courir. Et aussi, à vive Vindex. Vive Galba. » Peureusement, il alla se réfugier dans sa chambre la plus éloignée, derrière un triple rang des prétoriens de sa garde personnelle. Il ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, pour paraître devant ses généraux, il avait revêtu sa plus riche tunique, coiffé sa couronne de laurier dont chaque feuille était d'or et de pierreries. Et j'ai décidé de faire exécuter tous les gouverneurs de province et tous les sénateurs, proclama-t-il. Ainsi, plus personne ne s'opposera à moi. Ensuite, je me rendrai en Gaule et en Espagne. Devant les soldats révoltés, je verserai des pleurs de repentir et je chanterai un hymne à ma propre grandeur que je vais composer sur le champ. J'exige que, pour donner plus de lustre à ces expéditions, mes charpentiers entreprennent la construction de 200 chars recouverts d'or, qui serviront à transporter les décors de mon théâtre. Néron parla et parla encore, sans prendre garde à l'expression consternée qui assombrissait le visage de ses officiers. Cependant, au bout d'un moment, il dut bien se rendre à l'évidence, son état-major était parti, comme étaient partis tous les soldats de sa garde. Et il discourait tout seul. Voilà pourquoi Néron traverse en courant les corridors de son immense palais que tous ont déserté. Tous? Pas tout à fait. Il parvient à rejoindre une ombre se glissant derrière des colonnes. Étonné, il reconnaît un officier de sa garde, qui est en train de remplir un baluchon de coupes, de vases et autres objets précieux. Toi aussi, tu abandonnes César? Rage Néron en saisissant l'homme par la manche. Est-il donc si malheureux de mourir? Ricane le centurion avant de s'enfuir avec son butin. Le vers qu'il a récité est tiré de l'Énéide, ce poème de Virgile qu'autrefois Néron a chanté avant de préférer ses propres compositions. Cette citation l'ébranle. Mourir? Pourquoi pas, si son heure est venue. Oui, mais comment mourir? Le poison? Il en possède bien une fiole, dissimulée dans un coffret d'or. Mais Néron a fait périr tant de personnes par le poison qu'il n'en connaît que trop bien les terribles effets. Les horribles douleurs dans le ventre, les vomissements. Non, surtout pas le poison. Spiculus. Spiculus, appelle-t-il. Voudras-tu me porter le coup fatal? Spiculus est un gladiateur affranchi avec qui Néron s'exerçait dans l'arène, bien sûr avec des armes émoussées. Mais Spiculus ne répond pas. Lui aussi l'a abandonné. Alors? Se jeter dans le Tibre, dont les flots ardoises murmurent juste sous les remparts du palais? Non, non, cette fin lui rappellerait trop sa mère, Agrippine. Et ces bruits, à l'extérieur, quels sont-ils? On dirait que des cavaliers approchent. Haletant, le front couvert de sueur, Néron arrête sa course dans un de ses salons de réception. À ce moment surgit Épaphrodite, son fidèle serviteur. Lui au moins n'a pas fui. Prends garde, souffle Épaphrodite. Le Sénat envoie des soldats te chercher. Il paraît que l'on veut te réserver le châtiment des anciens. Quel est-il, ce châtiment? Rappelle-le-moi, s'il te plaît. Tu seras dévêtu, ta tête passée dans l'angle d'une fourche, et l'on te fouettera jusqu'à ce que mort s'en suive. Non. Non, pas ça. Se lamente Néron. Et le voilà qui s'arrache les cheveux, se roule par terre, se couvre le visage des cendres d'une cassolette à sacrifice qu'il a retirée d'un autel. Enfin, il tire un poignard d'un coffre, en éprouve la pointe du pouce. Tu crois que l'heure est venue, vraiment? Tente-t-il encore d'argumenter avec des trémolos dans la voix.
Devant la mine grave d'Épaphrodite, il fait pénétrer la lame de quelques centimètres dans sa gorge. Son sang commence à couler. Il grimace. Cela fait vraiment trop mal. Aide-moi, gémit-il. D'un geste vif, l'ancien esclave enfonce le poignard jusqu'à la garde. Néron sursaute, hoquette, s'affale. Quel artiste périt en moi? A-t-il le temps de sangloter? Puis il cesse de bouger. Cette fois, Néron est bien mort. À cet instant, les soldats envoyés par le Sénat font irruption dans le palais. Le centurion qui commande le détachement se penche au-dessus du corps étalé sur le sol. L'officier fait la moue, hausse les épaules. Nous arrivons trop tard, grogne-t-il. C'est fini. Mais par les dieux, il est encore plus laid mort que vivant. Tel fut l'horizon funèbre de Néron, que ses successeurs nommèrent un peu plus tard l'empereur fou.